Il y a une conception racialisée de ces populations qui fait que, bon, si elles sont victimes de conséquences des essais nucléaires, si elles sont victimes de pesticides, ce n'est pas tout à fait la même chose que s'il s'agissait de citoyens français de France. Je vais vous parler d'un monde qui n'existe pas dans les consciences nationales, ou très peu, ou très mal, ce qu'on appelle les Outre-mer français. Il n'existe pas dans les statistiques nationales. Quand on parle de statistiques nationales, en fait, la nation, c'est l'Hexagone. La santé, l'éducation, le travail, le chômage, l'illettrisme. Vous avez les statistiques de l'Hexagone. Jamais il y a d'outre-mer. Donc comment, pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce que ça peut signifier? Comment penser évidemment ce qu'on appelle la République française, qui s'est réduite à l'Hexagone, alors qu'aujourd'hui, cette République française, elle se développe sur plusieurs fuseaux horaires. Si vous partez de Paris et vous allez vers l'Est, vous retrouverez 3 heures plus tard Mayotte et La Réunion, plus 7 heures plus tard la Nouvelle-Calédonie, ensuite les territoires du Pacifique, et vous continuez, vous arriverez à l'ouest de la France avec les Caraïbes, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais tout cela n'existe pas, sauf quand il y a une catastrophe naturelle ou quelques émeutes, alors on en parle. Donc comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi y a-t-il nécessité de penser un après du postcolonialisme? Pourquoi faut-il évidemment repenser, dénationaliser l'histoire française, décoloniser le récit républicain et penser que l'histoire coloniale et postcoloniale et celle d'aujourd'hui est toujours une histoire globale? Donc je vais essayer de développer ces quelques points rapidement devant vous. Par exemple, quand on pense à la frontière la plus longue, la frontière française la plus longue avec un pays étranger, en général on ne pense pas à la Guyane et à sa frontière avec le Brésil. Quand on pense à une région française où va se construire la route la plus chère de France, sinon d'Europe, et qui va coûter entre 2 à 3 milliards, c'est-à-dire près de 133 millions par kilomètre pour une route de 14 kilomètres, on ne pense pas à l'île de la Réunion. Quand on pense à un département où vivrait la majorité des musulmans, on ne pense pas à Mayotte. On ne pense jamais à tout cela. Tout cela, c'est hors de la France. Donc finalement, la France est devenue l'Hexagone. Or, aujourd'hui, si on veut penser ce qui se passe dans un monde qu'on appelle globalisé, ces régions qui sont inscrites, ces régions de France, ces terres de la France, qui sont dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans les Caraïbes et dans l'Amérique du Sud, sont dans des régions qui sont en pleine mutation, qui connaissent de profonds bousculements, de profondes transformations, et donc comment continuer à imaginer la France comme une petite chose, comme l'Hexagone. En fait, la France, évidemment, elle a toujours connu un espace de contraction et d'expansion. Ça, ce n'est pas dû simplement au passé colonial. Mais en 1962, avec la fin de la guerre d'Algérie, la France se replie sur l'Hexagone. Elle décide qu'elle a tourné la page du colonialisme, c'est fini, voilà, on tourne la page, on se replie sur l'Hexagone. Ce que Todd Shepard a appelé l'invention de la décolonisation. La France invente qu'elle a décolonisé, qu'elle s'est décolonisée, que maintenant, on va passer à autre chose. Et donc, il y a un repli sur l'Hexagone et tout d'un coup, au fur et à mesure, disparaissent finalement ces terres dites d'outre-mer. D'ailleurs, ce terme d'outre-mer, comme le terme de métropole aujourd'hui utilisé, sont des termes évidemment complètement fictifs et ne recouvrent aucune réalité. La métropole, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne connais pas la littérature de la métropole, je ne connais pas l'histoire de la métropole. C'est un terme d'ailleurs qui vient de l'histoire coloniale et qui signifierait qu'il y aurait un espace uniforme homogène qui s'appellerait l'Hexagone, comme il y aurait un espace uniforme homogène qui s'appellerait les Outre-mer. Or, que ce soit l'Hexagone ou que ce soit la société de Kanak ou martiniquaise ou guyanaise ou réunionnaise, ce sont des sociétés évidemment traversées de tensions, de conflits, de divisions, qui connaissent leur propre forme de xénophobie, leur propre forme de racisme, leur propre forme aussi de solidarité. Donc il faut penser vraiment chaque fois ce qu'on appelle la France aujourd'hui, complètement déplacer nos regards et complètement donc revoir tout cela. Je vais vous donner quelques faits donc, du présent, je vous avais déjà parlé de la frontière, mais quelques faits du présent qui peuvent nous amener justement à penser pourquoi l'histoire aujourd'hui, même cette histoire, est-ce que ce terme de postcolonial est toujours pertinent et pourquoi il faut le penser comme une histoire globale, comme une pensée globale, pour effectivement d'une part mettre fin à cette cartographie mutilée et cette histoire mutilée qu'on nous raconte et finalement avec des périodes qui sont totalement fictives aussi, des siècles qui parlent de l'Hexagone et qui ne parlent pas de ce qui se passe effectivement de la France qui se passe ailleurs. Donc je vais donner quelques exemples là-dessus et de cette nécessité donc de dénationaliser l'histoire. Si je parle du présent, je vais vous dire effectivement, vous avez aujourd'hui en France, quand on parle de la question nucléaire, on parle de l'Hexagone et du danger qu'il y aurait pour les citoyens français d'être à proximité d'usines nucléaires. On ne vous dit pas qu'aujourd'hui, il y a des citoyens français qui connaissent de manière très concrète des conséquences
du nucléaire, ce sont les habitants de la Polynésie française, où il y a chaque année plus de 650 cas de cancer déclarés chaque année, conséquence des essais nucléaires qui ont eu lieu là-bas pendant 30 ans. Quand on parle, par exemple, de pollution, on connaît beaucoup plus mal ce qui se passe en Guadeloupe aujourd'hui et en Martinique, avec une contamination des sols massive par le pesticide chlordécone, qui dès 1977, l'INRA avait attiré l'attention sur la dangerosité de ce pesticide, en 1980 de nouveau, qui a été interdit aux États-Unis, qui a été interdit par l'OMS et qui continue à être épandé sur les plantations de bananes de Guadeloupe et de Martinique jusqu'à très récemment, à cause de dérogations successives qui se posent. Quelles sont les conséquences? Les légumes et les fruits des Antilles sont contaminés aujourd'hui. Vous ne pouvez pas les manger. Les rivières et la mer, donc toute la pêche est contaminée, tous les poissons sont contaminés. À Pointe-à-Pitre, une étude montre que plus de 80% des nourrissons qui naissent sont déjà contaminés par le chlordécone, par le cordon ombilical de leur mère, ce qui signifie qu'ils naissent avec certaines déficiences qui auront certainement, selon les chercheurs, des conséquences plus tard sur leur santé. Aujourd'hui déjà, donc, on a par exemple le cancer de la prostate, c'est le plus haut taux dans ces régions que dans toutes les régions de France. Le chercheur Luc Mutinier, le chercheur de l'INSERM, signalait que si nous avions cela dans une région de ce qu'on appelle la France, et en fait l'Hexagone, en Bretagne, l'impact et la perception de ce problème seraient beaucoup plus grands. D'une certaine manière, je dirais même qu'il y a une conception racialisée de ces populations qui fait que, bon, si elles sont victimes de conséquences des essais nucléaires, si elles sont victimes de pesticides, c'est pas tout à fait la même chose que s'il s'agissait de citoyens français de France. Donc vous avez ces exemples, vous avez d'autres exemples, les pesticides, la pollution, la contamination, les essais nucléaires, on pourrait continuer ainsi. Donc cette histoire, vous faites finalement donc ce point aveugle qui fait qu'on n'arrive pas à concevoir aujourd'hui, au XXIe siècle, une nouvelle forme de cet espace qu'on appelle la République française. Dans cet espace vivent des peuples, non pas des groupes, mais des peuples, qui ont des mémoires, des histoires, des langues, des cultures, des économies totalement différentes de celles d'une n'importe quelle région de l'Hexagone. Totalement différentes. Et il ne suffit pas de penser l'assimilation. Vous avez des Amérindiens en Guyane, vous avez des descendants d'esclaves, vous avez des descendants de marrons, vous avez aujourd'hui des Hmong, vous avez des gens qui viennent de Haïti, du Suriname, du Brésil, évidemment. Et vous avez à la Réunion des gens qui sont venus de toute l'espace océan Indien, la Nouvelle-Calédonie, qui est absolument, vous avez l'Australie qui est juste là, la Nouvelle-Zélande qui est là, la Thaïlande qui est là. On ne peut pas penser, je continue à penser cette République d'une manière de l'Hexagone. Comment, pourquoi justement on continue ce point aveugle? Pourquoi finalement, en avril, vous savez, il y a le Premier ministre de la France avait proposé qu'on réduise le nombre de régions. Un quotidien national avait fait un jeu en reconstituant des cartes selon des critères culinaires, des critères linguistiques, du PIB. Toutes ces régions étaient de l'Hexagone. À aucun moment n'apparaissaient les Outre-mer. Aucun moment. Or, si dans les cartes linguistiques on avait fait apparaître les Outre-mer, évidemment on avait une pluralité, parce que ce sont des terres sur lesquelles on parle des langues, mais vraiment vivantes. Beaucoup plus qu'en France hexagonale. Si on avait mis sur les cartes de la pauvreté, on avait introduit les départements d'outre-mer, ça aurait totalement changé. Quand vous savez qu'à La Réunion, plus de 50% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Donc on aurait eu des cartes complètement changées. Donc cette cartographie complètement assez mensongère, assez fictive, mutilée, continue à faire penser à ceux qui vivent dans l'Hexagone que la France, c'est l'Hexagone. Et donc de ne pas tenir compte non seulement des citoyens, évidemment, de ces terres, mais des problèmes qu'elles posent aussi à la France dans un monde aujourd'hui globalisé. Alors je vous disais, il y a des exemples, donc cette approche, cette dénationalisation de l'histoire, du récit national et du récit républicain, cette décolonisation, cette approche globale qui signifie évidemment de regarder ce qui se passe dans le monde, pas simplement de se dire tiens qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais comment les choses se connectent. Je vais vous donner quelques exemples. On a par exemple, si vous regardez la traite négrière, en général, bon c'est un crime aujourd'hui avec la loi dite loi Taubira, mais on le regarde donc maintenant aujourd'hui comme un crime contre l'humanité. On ne tient pas compte du fait que c'est la première fois qu'au niveau global, on organise une main-d'œuvre mobile, racialisée et sexualisée. Et que ça va induire un modèle qui est encore avec nous aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les Européens, dans leurs colonies, avaient besoin d'une main-d'œuvre. Les populations indigènes, ça ne marchait pas, elles mouraient, on les avait massacrées. Les Européens qu'on avait amenés, ça ne marchait pas non plus, donc on commence à déporter des Africains de manière massive. On va surtout déporter des hommes, 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes, donc une main-d'œuvre sexualisée. On va la racialiser peu à peu, le travail servile va être associé à être
noir. Et le noir va devenir un marqueur culturel, social, et pas simplement, évidemment, de la question de la couleur de la peau. Cette traite négrière, donc, qui inaugure un modèle, parce que le capital a besoin de cette mobilité. Ça ne va pas s'arrêter avec l'abolition de l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage, dans les plantations, dans les mines des nouvelles colonies, on a toujours besoin d'une nouvelle main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner vers les nouvelles colonies. On va avoir un droit national qui va se faire, un nouveau droit national sur le travail et la citoyenneté, et des accords internationaux, surtout entre l'Angleterre et la France. C'est donc entre 1840, au moment où l'esclavage colonial commencerait à être aboli, et 1940, 30 millions d'Indiens vont quitter leur continent pour aller travailler dans les plantations et les mines des nouvelles colonies européennes, et 50 millions de Chinois vont aussi quitter leurs terres pour aller être dispersés à travers jusqu'aux îles Fidji, les Caraïbes, partout, pour servir effectivement de nouvelles main-d'œuvre, de nouveau aussi des Africains, de nouveau des Malgaches. Donc on a une nouvelle organisation avec des accords entre, je vous le disais, surtout l'Angleterre et la France. Dans le même temps, d'ailleurs, on a une des plus grandes immigrations aussi européennes qui va donc redessiner la carte du monde. Les 60 millions d'Européens qui quittent l'Europe et qui vont peupler la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et en faire des terres de blancs. Puisqu'en 1915, en Australie, c'est 95% de la population est devenue blanche. On a évidemment massacré les aborigènes. Donc on a des cartes qui se transforment. Elles sont liées aussi à l'histoire du travail, elles sont liées à l'histoire du genre, ce qu'on appelle l'histoire du genre, elles sont liées à l'histoire des besoins économiques, elles sont liées donc à une histoire globale, avec effectivement chaque pays regardant ce que l'autre pays fait. La France, on le sait, ne serait pas lancée ni dans la traite négrière, ni dans la colonisation post-esclavagiste si elle avait été toute seule. C'est parce que c'était aussi une histoire européenne. Si ça dure 4 siècles, l'esclavage colonial, la France ne l'aurait jamais fait toute seule. L'Angleterre ne lui aurait pas permis tous ces avantages. Donc on a d'autres exemples. Ainsi, on pourrait continuer. 1871, vous connaissez la Commune de Paris. Vous ne savez pas qu'au même moment, il y a une des plus grandes insurrections qui se déroule en Algérie, l'insurrection d'Al-Mokrani, et qui va être écrasée par les troupes militaires qui ont écrasé la Commune, et que les insurgés de la Commune et les insurgés kabyles vont être tous les deux transportés dans les mêmes bateaux en Nouvelle-Calédonie, qui est devenue aussi une colonie française, où a lieu ensuite une grande insurrection en 1878, insurrection qui est aussi écrasée, et dont après certains des insurgés vont être envoyés à Madagascar. Donc on a toute une circulation constante qui complètement bouleverse la manière dont on voit. Donc il faut élargir nos frontières, élargir notre regard. Donc ça, c'est quelques exemples du passé. Dans le présent, ça veut dire aujourd'hui, par exemple. Quand vous regardez Mayotte et la Réunion, sont dans l'océan Indien. L'océan Indien, c'est quoi? C'est la Chine qui est de nouveau présente en Afrique et en Madagascar, les grandes multinationales canadiennes et coréennes qui s'installent à Madagascar, ou le grand port chinois qui est en train de se construire au Mozambique. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Inde, vous avez la Chine. Vous avez aussi l'Inde qui agit sur cette diaspora, comme vous le savez, puisqu'elle offre aujourd'hui la nationalité indienne aux descendants d'Indiens. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des Réunionnais qui peuvent aller s'installer en Inde comme citoyens indiens. Donc vous avez des bouleversements aujourd'hui. Vous avez un renouvellement, comme vous le savez, du monde musulman. Donc les musulmans qui sont à Mayotte ou à La Réunion, il y a tout un renouvellement de leur foi et de leur manière aussi de voir le monde. Si vous êtes dans les Caraïbes, si vous êtes en Guyane, vous avez le Brésil qui est juste à côté là et qui pousse, vous avez le Suriname qui pousse. La Guyane, continuant à se penser que dans sa relation avec la métropole, va directement dans le mur. Pour la Martinique et la Guadeloupe, c'est une autre situation. C'est les deux régions où la population est en train de vieillir. Les deux régions de France où la population en 2020, c'est-à-dire demain, sera la plus âgée de toute la France. Et donc, ça pose, si vous voulez, ces terres posent des questions démographiques, économiques, culturelles, politiques, qui sont des questions locales, régionales, nationales et globales. On ne peut pas continuer à regarder, on ne peut pas continuer à penser la France. Et aujourd'hui, nous avons les élections européennes, nous voyons que la France reste l'Hexagone. Elle n'a pas du tout conscience de ces terres. Et ça pose donc cette question, je le disais, politique, de concevoir au XXIe siècle ce que c'est que cette République française, qui donc contient sur son espace, pas son espace évidemment aussi géographique, des peuples absolument différents de celui qui s'est créé dans l'Hexagone, qui ont des langues, qui ont des cultures, qui ont des histoires, qui ont des mémoires, et qui sont aussi inscrits dans des régions qui requièrent de leur part de nouvelles imaginations. À l'île de la Réunion, ou à Mayotte, si on continue à penser simplement dans le lien avec le métropole, on ne va rien comprendre de ce qui se passe autour de nous. Madagascar, qui est une île dont la superficie est égale à la France, la Belgique et l'Espagne pratiquement, qui va avoir 55 millions d'habitants. Entre Majinga et le port, c'est comme Paris et Marseille. Je veux dire, on continue à penser simplement à la métropole, qui est quand même à 11 heures d'avion, on va complètement se planter. Donc cette
nécessité de renouveler la manière dont nous pensons l'espace, dont nous pensons l'histoire et dont nous pensons le politique, c'est-à-dire le bien commun, ce qui nous réunit, est absolument nécessaire et ce qui nécessite, je pense, une dénationalisation, une décolonisation du récit national et républicain et une approche globale de ces questions, de ce passé et surtout du présent. Merci.